nge wadi andu ko fofela nge didi kodina yender pularo tenange nge ite. Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de l'émission en langue française, de l'émission de la Commission centrale de Portal Bantal Fouta Djallon sur l'histoire de la Guinée. Et nous allons commencer d'abord pour vous souhaiter, disons, bonne fête. Nous espérons que vous avez passé une très bonne fête de Ramadan et que partout où vous êtes, on arrive à vaincre cette pandémie COVID-19. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Comme on le fait souvent à pareille heure, toutes les 2 semaines, nous nous rencontrons pour lire une page de l'histoire de notre pays. Cette histoire que nous connaissons tous, alors dominée par le régime de Sékou Touré et de sa révolution. Nous avons toujours dit et répété que Sékou Touré, ayant utilisé ses relations intimes avec le gouverneur français de l'Afrique de l'Ouest, Pierre Cornuzanti, a pu utiliser toutes sortes de violences pour s'imposer à la tête de notre pays à son accession à l'indépendance. N'étant pas préparé, n'étant pas apte à diriger le pays vers le progrès, il a utilisé la violence, le mensonge, et c'est ainsi que il y a eu ce que nous avons toujours appelé le complot permanent. C'est à travers ce complot permanent qu'il a pu éliminer beaucoup de nos compatriotes aptes et prêts à aider le pays pour son décollage. Donc aujourd'hui, sans tarder, nous allons passer la parole, comme on le fait souvent, à notre frère et ami, M. Bachir Ba, qui va nous faire l'exposé, c'est en français comme je l'ai dit au début, sur les 25 complots de Sékou Touré. Et après son exposé, on va donner la parole au panel de la Commission centrale de Portal Bantal Fouta Djallon, au panel de Radio Gandal, et enfin la parole maintenant sera au public. L'émission étant aujourd'hui en langue française, mais vous pouvez intervenir dans la langue de choix. On va traduire et le débat va commencer. Donc, sans tarder, M. Ba, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole. Merci, M. Barry, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous espérons qu'ils ont passé un bon Ramadan et qu'ils sont sains et saufs de la pandémie. C'est ce que nous souhaitons et nous prions Dieu qu'il nous protège tous et qu'il nous sorte de cette épidémie. Eh bien, comme M. Barry l'a indiqué, on va aujourd'hui faire une présentation récapitulative, en même temps introductive, des crimes de Sékou Touré à travers sa méthode de gouvernement qui a été le gouvernement par le complot. Et pour soutenir notre discussion, qui en fait devrait s'étendre sur plusieurs sessions, ici on ne va que brosser les grandes lignes des complots et on y reviendra à chaque occasion pour visiter l'un d'entre eux et chercher des survivants ou des témoins pour qu'on puisse documenter le plus possible la sombre époque que fut le PDG pour notre nation et dont on n'arrive pas à sortir de l'héritage. C'est un travail essentiel, on l'a répété ici et on ne le répétera jamais assez. Donc sans plus tarder, je vais prendre comme support le livre écrit par Almami Fodé Silla,
Le titre du livre, c'est l'itinéraire sanglant. Almami Fodé Sylla lui-même, c'est un rescapé du Camboiro. C'est une victime qui, comme beaucoup de Guinéens, se prit au piège des slogans et des prétendues révolutions de Sékou Touré. Il est sorti de Dabadou en tant que professeur et il commença à militer de façon active à l'intérieur du PDG. Mais comme on sait que ce n'est pas l'honnêteté qui paye, il fallait soit être une crapule ou, plus précisément, plus sûrement, être membre de la famille de Sékou Touré pour survivre. Eh bien, il sera accusé de complot, sera arrêté, fera quelques années au Camboiro suite à l'affaire La Révolte des femmes de 1977. Heureusement pour lui, il sera libéré et c'est tant mieux pour nous parce qu'il a produit un livre qu'on recommande à tout le monde qui s'appelle L'itinéraire sanglant. Et dans ce livre qui est un procès extrêmement vigoureux de la dictature et de la terreur du PDG, eh bien, il a fait à sa façon un recensement des complots qu'il a pu documenter. Il n'est pas dit que la liste est exhaustive, mais il a pu documenter 25 complots dans son livre dont on va parler ici. Certaines de ces pages sombres de l'histoire de la Guinée, on s'y attardera. D'autres, on fera que les brosser avec l'espoir d'y revenir plus en détail. Et sommairement, le règne de Sékou Touré a régné pendant 26 ans. Donc, si Almami Fodé Sylla a pu recenser 25 complots, ça en dit long sur ce qu'on disait du régime de Sékou Touré, que c'est un régime basé sur la complotite. Ça en dit long sur la nécessité qu'on a ou le devoir plutôt, qu'on a de revenir sur ces affaires, sur cette terreur érigée en forme de gouvernement, pour qu'on puisse essayer d'éclairer les gens, pour les armer, pour qu'ils puissent sortir de l'héritage du PDG sous lequel on vit toujours. Et sans plus tarder, je vais commencer par parler. Apparemment, donc, il y a eu des années où il y a une seule année ou 2 années pendant lesquelles il n'y a pas eu de complot officiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de répression. La répression était larvée. Le jour où on aura l'occasion d'en discuter, chacun de nous ici, nous qui avons vécu ce système, nous qui avons vécu ce régime, chacun de nous peut vous raconter un épisode dont il a été témoin ou dont il a été victime de la répression larvée qui était destinée à mater les gens, en plus de la misère, pour leur donner de quoi s'occuper afin d'assurer la survie du clan familial et mafiotique du PDG. Comme on l'a dit ici, quand on a parlé des 13 complots, c'était un chiffre sous-estimé. Ceci il y a 3 ans. Eh bien, le premier complot dont on a parlé, qu'on a relaté, on l'appelle le complot Ibrahima Diallo. Il s'est passé à la fin de 1959, au début 1960. C'est-à-dire quelques mois après l'indépendance. 1 année et quelques après l'indépendance. Mais comme pour nous qui avons maintenant étudié l'histoire de la Guinée, cela ne nous surprend point. Parce que la narration qui consiste à faire croire que le PDG Sékou Touré s'est durci avec le temps pour résister aux agressions, prétendues agressions de la France, eh bien cette narration, on l'a battue en brèche. On a montré que de 1954 à 1958, Sékou Touré a instauré une terreur qu'ils ont réussi à effacer de l'histoire de la Guinée, terreur par laquelle il a pu se maintenir au pouvoir, arriver au pouvoir avec la complicité de son amant homosexuel, le gouverneur des colonies, Cornut Gentil. Donc il va falloir qu'on retienne très bien cette page. Si on prend ici comme point de départ l'année 58, c'est pour parler de la prétendue souveraineté de la Guinée, mais qu'on se rappelle que 4 ans avant, dès que Sékou Touré est entré pleinement en politique, il a utilisé la prostitution et la violence pour triompher de ses ennemis. Et il avait déjà rodé
le mécanisme de la répression, ça ne lui prit pas beaucoup de temps, comme on le montre ici, dès 59, dès après que l'euphorie et les phares se sont tournés, eh bien, il s'est attaqué à des gens avec lesquels il avait travaillé, dont notre frère Ibrahima Diallo, qui était un intellectuel, un avocat qui avait étudié en France et qui dénonçait sans embâche l'ignorance de Sékou Touré. Eh bien, c'est cet homme qui sera arrêté et exécuté. Il voulait créer un parti et bien il imprime un manifesto qu'il voulait envoyer imprimé en Suisse. Le manifesto sera saisi et Sékou Touré en profitera à la conférence de Cancun en février 1960, après qu'il ait été arrêté, après qu'il a ciblé, eh bien, l'avocat qui défendait le syndicat pour le non-paiement d'indemnités de déguerpissement versées par la société de bauxite de Kassa, à un syndicat représenté par Sékou Touré, Diallo Ibrahima plaide pour les déguerpis et prouve la malhonnêteté de Sékou Touré. Sékou Touré représentait ce syndicat-là. Ils ont eu des indemnités pour des déguerpissements qu'on leur avait fait subir par la société de Kassa. Eh bien, ces indemnités, ils ne les ont pas perçues. Eh bien, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Sékou Touré va créer de toutes pièces un complot qu'il qualifiera de complot crapuleux, et les arrestations commencent le 20 avril 1960. Elles ont lieu la nuit, les victimes étant trouvées généralement en plein sommeil. C'était la méthode qu'on inaugurait pour arrêter les gens en pleine nuit, au moment où ils sont le plus vulnérables et où ils sont le moins enclins à apporter la moindre résistance. Donc il y aura la rafle, et Diallo Ibrahima sera arrêté et torturé et fusillé. Certains de ses amis avec lesquels ils seront arrêtés auront été tués et seraient morts de suite des tortures. Et lui, ayant survécu, il sera fusillé le 17 mai 1960 au mont Kakolima. On n'a jamais pu localiser sa tombe. Suite à ça, une année après, en 1961, eh bien, c'est le fameux complot des enseignants, complot pendant lequel Sékou Touré montrera tout son cynisme et il profitera d'un mémorandum adressé par le syndicat des enseignants pour demander la revalorisation de leurs conditions salariales et l'augmentation de leur prime de logement. Eh bien, il rédige ce mémoire, il l'envoie, Sékou Touré le rejette, et le 16 novembre, une conférence a lieu à la CNTG et où les sections de la Confédération voulaient exposer leurs problèmes et commenter sur le mémorandum qu'ils ont envoyé au gouvernement. Eh bien, pendant cette conférence, la direction du PDG trouve une occasion à ne pas manquer. Elle frappe l'imagination des masses, elle les terrorise, et l'opération consistait surtout à éliminer de la scène publique Keita Koumanian, dont l'envergure et l'aura faisaient ombrage à Sékou Touré. Et puis, c'était un homme d'une haute valeur morale et intellectuelle, donc une cible privilégiée de Sékou Touré. Sékou Touré les fera arrêter, et dès qu'ils seront arrêtés, cela déclenchera une grève des étudiants et des maîtres à travers tout le pays. Nous, on était jeunes, on s'en rappelle. Eh bien, les écoles seront fermées, les syndicalistes, tous les syndicalistes arrêtés, les enfants seront arrêtés, les lycéens seront arrêtés et envoyés dans les camps pour être torturés avant d'être rapatriés dans des camions comme du bétail chez leurs parents. Et Sékou Touré fera juger le syndicat par Saifoullah Diallo et ils seront condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans de prison et de travaux forcés. Notons qu'ils érigeront le tribunal d'exception à cette époque et Saifoullah sera chargé de juger parmi les syndicalistes qui sont arrêtés de l'enseignement où d'ailleurs figuraient 4 de ses cousins. Il n'hésitera pas à les faire condamner et malgré les reproches de son oncle, parce que l'un de ces condamnés, du nom de Baldé Muntaga, est le fils de El Hadj Cheikh Ouba Baldé. El Hadj Cheikh Ouba Baldé, c'est lui que
Saifoulaye a fait ses études primaires. Malgré tout là, Sékou Touré voulait le mouiller et le compromettre, et il se fera interpeller par son oncle, auquel il racontera des histoires pour échapper au mensonge dans lequel il venait de percer. Eh bien, il sera connu, l'histoire reconnaîtra qu'il a participé pleinement à faire condamner des innocents, et parmi ces innocents, il y avait ses propres cousins, fils de son oncle, chez qui il a fait des études primaires. Il le coupera ainsi de sa base, il sera une personne affaiblie, dont il n'aura même pas besoin de l'arrêter, et qui mourra dans une déchéance morale indescriptible. Et bien, le troisième complot qui suivit, celui-là sera en 1963. C'était un complot qu'on appelait le complot l'affaire des femmes d'octobre 1964. Et bien, des femmes, à la rentrée scolaire de 1964, un grand nombre d'enfants avaient été refusés dans les écoles de Conakry. Les mères manifestèrent leur mécontentement en organisant une marche de protestation à la présidence. Le cortège fut intercepté par Mafori Bangoura, dont on a parlé ici, et de conception d'avoir participé à faire empoisonner Yassine Diallo. Eh bien, ce cortège sera dispersé et Mafori Bangoura viendra cajoler les femmes en leur disant de se disperser, mais ce n'était pas fini. Dès après, Sékou Touré ordonne de faire une rafle des femmes qui avaient fait leur manifestation devant les entreprises dans les rues. Les malheureuses femmes, un très grand nombre, furent envoyées au camp Al-Faya où elles subirent les pires traitements. On peut imaginer lesquels. Elles furent déshabillées et toutes nues, obligées de marcher du camp Al-Faya au palais de la présidence, environ 15 km. Certaines n'en recouvriront jamais, elles mourront de honte. Eh bien, cette affaire sera pour marquer la terreur, pour dire aux gens que personne n'est à l'abri, pour faire marcher des femmes innocentes nues chez nous en Afrique. Eh bien, c'était un cran de plus dans la terreur du PDG, et cela se passait en 1964. L'année suivante fut le quatrième complot, dit complot Petit Touré, dont on a parlé ici. Petit Touré, qui était un riche commerçant qui avait fait fortune en Côte d'Ivoire et dont on sait qu'il est un descendant de Kémé Bourema, frère de Samori, qu'il est plus lié à la famille de Samori que les Sékou Touré prétendent. Eh bien, à son retour en Guinée, comme on a étudié l'histoire ici, les deux hommes les plus riches de la Guinée, c'était lui et Baïdi Gueye, et tous deux sont victimes de la patte répressive de Sékou Touré et de sa clique. Il arrive en Guinée donc, croyant être protégé par ses relations dites familiales avec Sékou Touré, et voyant la tournure que prenaient les événements, il décide innocemment d'y contrer de façon politique, pas par des complots. Il dépose les statuts d'un parti politique comme l'autorisait la Constitution. Ils envoient une copie, un exemplaire de leur statut à Sékou Touré et à la presse. Et Sékou Touré s'empresse de lancer le grand complot des commerçants qui permettra de liquider par la loi cadre, par ce qu'ils appellent la loi cadre du 8 novembre 1964, le commerce et de l'agenouiller. Quant à Petit Touré, ses trois frères sont arrêtés. Il est arrêté avec trois de ses frères, et comme des centaines de commerçants, de fonctionnaires, de privés, d'étrangers, d'Africains et de militaires, trop visés à l'époque. Petit Touré et son frère Kélétigui sont tués par la diète noire, c'est-à-dire la mort par privation de nourriture et d'eau. Ils moururent respectivement le 21 octobre et le 22 novembre 1965. Quelques jours plus tard, les familles des deux frères sont tuées. Des deux frères tués sont expulsés de leur maison. Tous leurs biens sont confisqués, du balai au bâtiment. Diao Diallo, frère, un certain Diao Diallo, qui était frère d'une des femmes expulsées, reçoit chez lui les membres des deux familles régnées. Il sera lui-même arrêté quelques jours après, interné au Cambouaro, puis menotté et escorté jusqu'à Zerkoré,
il purgera 5 ans de détention sans aucune forme de procès. La femme de Petit Touré s'appelait Alamdia, c'était une Nigérienne d'origine. Elle sera arrêtée alors qu'elle était en grossesse de 4 mois. Elle accouchera en prison d'un garçon qui fera lui-même la prison jusqu'à l'âge de 3 ans, avant d'être rendue à la famille de son père, tandis que sa mère continuera à purger sa peine jusqu'à 1970, date à laquelle elle sera renvoyée à Niamey, sa ville natale. Quant à l'épouse du frère de Petit Touré, Keletigui, du nom de Kadiatou Diallo, elle sera arrêtée le 19 décembre 1965 à 2 heures du matin et amenée en prison avec son bébé de 20 jours. Et bien voilà pour ce complot, quelques grands rappels pour ce complot, ce 4e complot de la saga répressive du PDG. 5e complot n'a pas de nom, c'était en 68. D'humbles citoyens, pour la plupart des mécaniciens, des chauffeurs et des manœuvres, qui discutaient à bateau rompu, qui disent que bon, ils peuvent, en tant qu'électeurs éligibles et électeurs éligibles pour présenter un candidat à la présidence, ils choisissent un de leurs amis, comme une blague, qui s'appelait un certain Fofana Boubacar, qui sera immédiatement arrêté avec 13 autres partisans. Ils seront accusés de crimes, de trahison, et gardés longtemps en prison. Et certains d'entre eux, dont le nombre n'est pas connu, y resteront et y paieront de leur vie. 6e complot dit complot Kamagne-Fodeba, 1969, sur lequel on s'est étendu longuement ici, et en poulard et en français. C'est le complot qui a vu le démantèlement de l'armée. C'est le complot qui a vu du fait du coup d'État qu'il y avait eu au Mali. C'est le complot qui a vu l'introduction des sections du parti dans l'armée. C'est le complot qui est à l'origine de faire de l'armée guinéenne un dépôt de voyous qui tuent, violent impunément. Tout vient de là. Jusque-là, il y avait encore des professionnels, mais à partir de ce moment-là, à partir de cette purge, eh bien, l'armée sera un dépotoir de mouchards et de malfaiteurs, et on reste avec ces traditions jusqu'à nos jours. On en sait assez, on le répétera, et maintenant, il faut bien se rappeler que ce complot de 69 est à la base de cette déchéance. Donc, depuis 51 ans, il n'y a pas eu d'armée en Guinée, il y a une milice camouflée, recrutée sur des bases ethniques et sur des critères de voyoucratie, de voyous, pour pouvoir faire régner la terreur sur les citoyens. Ce complot verra l'exécution de plusieurs hauts cadres, parmi les plus fidèles et parmi les plus proches de Sékou Touré, donc colonel Kamandjabi, dont on cherche à faire un jour la biographie et l'hommage, Keita Fodeba qui fut l'âme damnée de Sékou Touré, Fofana Karim, Bari Diawadou, notre cher Bari Diawadou, fils d'Almami, qui sera assassiné en même temps que Keita Fodeba. Dean Jean-Baptiste qui était ambassadeur, Kamara Bala qui était très proche de la famille de André, qui était le cousin d'André si je ne m'abuse, Ashkar Marof, ambassadeur, commandant Cheikh Keita, etc., etc. Une centaine d'officiers. Touré Kindo qui a écrit un livre qui est le seul survivant de cette purge et dont le titre c'est Touré Kindo, seul survivant du complot, prétendu complot Kaman Fodeba. Touré Kindo est décédé il n'y a pas longtemps, il était commissaire de police. On a parlé ici de Dr Tiano, on a parlé de Paidike. Voilà une razzia en 1969 qui non seulement emporta la crème dans tous les secteurs de la vie nationale, économique et politique, mais aussi, surtout, la hiérarchie militaire qui, à partir de ce moment-là, sera soumise, sera transformée en milice de répression. Eh bien, on y reviendra, on espère, sur ce complot terrible et on cherche des données sur plusieurs de ces victimes. On a parlé de certains d'entre eux, mais dès qu'on aura les documents, on y reviendra. Eh bien, pendant la même année, Sékou Touré trouve le moyen d'inventer un autre complot, dit complot Tidjane Keita,
Tidjane Keïta était un jeune que certains d'entre nous ici connaissent, ils auront l'occasion d'élaborer, eh bien, qui va trouver le moyen, qui voulait attenter à la vie de Sékou Touré, s'attaque à lui en public, alors qu'il y avait un président zambien du nom de Kenneth Kaunda qui était en visite officielle. Il terrasse Sékou Touré, mais selon les légendes, il n'avait pas son couteau, ou en tout cas, il fut tué sur le champ. Son père, du nom de Lancé, se retrouve en prison avec 2 chauffeurs de taxi, Diallo Alpha Omar et Babou Bakar, qui furent arrêtés pour avoir commenté l'incident de l'agression par Tidjane Keïta. Parce que la radio officielle a fait croire aux gens que Sékou Touré a résisté et pour cultiver le mythe de son invincibilité. Et il y aura beaucoup d'arrestations. La maison des parents de Tidjane Keïta sera rasée à ras le sol et la famille arrêtée. Le 8e complot, c'est celui du complot Almami David Silla. C'était la même année, donc l'année 69 fut riche en complots. Elle précédait la razzia qui allait avoir lieu en 70 et en 71. Almami Fodé Silla était un des premiers militants anticoloniaux, bien qu'il soit chef de canton, et on l'accuse d'avoir assassiné une femme agitatrice du PDG du nom de Mbalia Camara, dont Sékou Touré a fait l'héroïne de toutes les femmes de Guinée, qui était une agitatrice de basse envergure, et on accuse Almami David Silla de l'avoir assassiné, bien que la justice coloniale à l'époque l'avait libéré. Et il avait été condamné à payer seulement une amende parce que c'était une affaire de légitime défense. Les gens l'ont attaqué chez lui, il s'est défendu et une femme en est morte. On ne connaît pas les circonstances claires, mais Sékou Touré en fera l'héroïne nationale. Jusqu'à présent, avec les Alpha Condé, ils s'arrangent à fêter la journée internationale des femmes en invoquant le nom de cette dame du nom de Mbalia Camara. Eh bien, Sékou Touré lui fera payer cher. En 1969, le 27 septembre, Almami, avec son fils, Almami David Silla sera arrêté avec son fils Almami Dédé Silla. Il mourra moins d'une année plus tard, le 2 juillet 1970, laissant 4 veuves et 46 enfants, dont 20 garçons et 27 filles. Et quand il mourra, il était déjà sorti de prison, et Hadja Loufou aura le tort d'assister aux funérailles, et ceci expliquera son arrestation l'année suivante et son exécution en janvier 1971 pour être jeté dans une fosse commune avec 4 hauts fonctionnaires pendus, dont on se rappelle ici, Baldi Ousmane, Bari Ibrahima Di Bari 3, Magasuba Moriba et le commissaire de police Keita Kara de Sofiane. Fut suivi l'année suivante, l'année de danger, 9e complot de débarquement du 22 novembre 1970. On s'est longuement étendu là-dessus, on aura l'occasion de revenir, mais 2 faits saillants à indiquer pour ce complot. Sékou Touré était au courant de l'arrivée des débarquants qui venaient chercher des prisonniers qui étaient détenus par le PAIGC, des prisonniers portugais qui étaient détenus par le PAIGC dans sa lutte noble de libération nationale. Les prisonniers furent transférés de l'intérieur du pays au camp du PAIGC pour en faciliter l'accès. Amilcar Cabral était absent du pays. Sékou Touré s'était entendu avec Spinola, lui qui se prétend révolutionnaire, pour faire libérer des prisonniers qui avaient été arrêtés par un mouvement révolutionnaire qu'il avait hébergé dans ce pays. Cabral, à son retour, sera excédé et Sékou Touré le fera assassiner quelques 2 ans plus tard. Et ça, c'est une affaire sombre que l'histoire africaine doit éclairer. Parce que non seulement elle représente une trahison d'un mouvement, d'une révolution nationale d'indépendance,
d'un leader incontesté et d'un intellectuel de grande envergure du nom d'Amilcar Cabral, avec un marchandage éhonté avec des colons comme Spinola, pour pouvoir non seulement se débarrasser d'une personne qui lui faisait ombrage sur tous les plans, je vais parler d'Amilcar Cabral, mais aussi pour pouvoir se livrer au carnage qui caractérisa les années 1970-71. Sous l'influence du triste Émile Cissé, qui lui aussi périra victime de ces machinations, eh bien, ils créeront ce qu'ils appellent la 5e colonne. Ils arresteront un nombre estimé de 16 000 personnes, de 12 000 personnes, entre 16 et 12 000 personnes. Il est estimé que plus de 9 000 détenus, dont le recensement ne sera jamais exact, ont péri suite à des massacres, à des tortures, à des sacrifices humains, alors que l'Afrique avait donné un sein blanc à Sékou Touré pour qu'il se livre à ce carnage, tellement le colonialisme portugais était pouilleux, était perçu comme un colonialisme pouilleux par tous les Africains. Voilà la machination dont Sékou Touré est capable. Il n'hésita pas à passer, à faire marchandage avec ce régime ONI pour faire payer des milliers de Guinéens et pour pouvoir exécuter plus tard, comme on l'expliquera plus rapidement, Amilcar Cabral. Donc je viens de terminer de lire une des biographies sur lesquelles on reviendra, Inch'Allah. Eh bien, quand Amilcar Cabral, de son retour des pays de l'Est, constatera que les prisonniers qu'il détenait comme moyen de marchandage dans les négociations avec le colonialisme portugais avaient été libérés, eh bien, il sera furieux. Il en résultera une confrontation très houleuse, avec plusieurs confrontations très houleuses avec Sékou Touré. Et comme on l'a expliqué ici, Sékou Touré attisera les conflits ethniques qu'il y avait à l'intérieur du PAIGC pour pouvoir faire liquider Cabral. Et ensuite, il se retournera pour faire arrêter les gens qui avaient tué Cabral, le remettre aux mains du PAIGC et en fera une propagande houleuse pour s'afficher comme le grand défenseur de l'homme dont il venait d'organiser l'exécution par ses propres collaborateurs. Histoire sombre, page triste de l'histoire de la Guinée. Et je crois que si la Guinée a été assassinée en 1958, eh bien, en 1970-71, elle fut égorgée et vidée de son sang dans tous les domaines. 10e complot, c'est l'affaire de Wanda à Farana. Malgré la dictature, le peuple de Guinée a quelquefois réagi aux exactions. Ainsi, une personne du nom de Wanda à Farana, à la tête de la fédération, remplace ainsi un mouvement spontané de la jeunesse Farana, porte un jeune à la tête de la fédération du PDG. Et il voulait remplacer l'intouchable Amara Touré, grand frère de Sékou Touré. Et puis, il régnait comme président de Farana, Amara Touré, le frère de Sékou Touré. Eh bien, quand ils élisent ce jeune, c'est le tollé. Amara Touré, qui était un gars rustre, grossier, plus dictateur que son frère, a régné un véritable potentat, disant à qui veut l'entendre qu'il s'est partagé le territoire de la Guinée avec son frère. L'un est à Conakry et l'autre est à Farana. Et pas de conflit de concurrence, ni d'ingérence dans les affaires des autres. Amara Touré, ne pouvant digérer son échec, car le PDG était une de leurs choses, eh bien, il envoie un détachement de la force publique à Farana pour mater, on dit à l'époque, un soulèvement contre-révolutionnaire. Comme les autres complots, là aussi, le prétexte est trouvé pour arrêter tous ceux qui étaient inscrits sur la prochaine purge. Ainsi, une centaine d'hommes et de femmes connaîtront leur tour de geôle dans les Camboiro. Eh bien, on n'a pas encore de nouvelles de ce qui est arrivé à ces jeunes. Certains morts. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune Wanda, courageux? Question qu'il faudra creuser. Suivi alors le complot de Shaitan 75. Les militants du quartier de base de
de Forécaria protestent contre le paiement de la double norme fourniture obligatoire de gains. Comme Afarana Sékou Touré dirige un petit détachement d'agents et de la force publique sur l'île où n'existe aucun inconvénient, aucune possibilité d'échapper au contrôle si les embarcations sont amarrées et gardées. Guidés par les responsables locaux du parti, eh bien, les gens qui avaient organisé cette manifestation pour protester contre les fournitures obligatoires, eh bien, seront pourchassés comme des singes et abattus froidement dans l'obscurité et même dans l'eau où ils s'étaient jetés pour échapper à la mort. Bilan, plus de 200 prisonniers et tués par balles comme à la guerre. Leurs noms sont restés dans l'histoire, sont passés dans l'histoire. Kamara Kandé, Kamara Bo Abou, Eladj Kamara, Momo Kamara, Madi Kamara, Kandou Bambemba et Keita Fassine. Que Dieu leur accorde sa miséricorde et guérisse la Guinée des effets de cette tyrannie. Deuxième complot des Peuls, complot Diallo-Telli, 1971. Eh bien, on ne s'y attendra pas beaucoup. On a beaucoup expliqué ce que Sékou Touré a fait. On a passé les discours qu'il a fait, les discours de la honte, les discours de la paranoïa ethnique, les discours de la haine contre les Peuls. Eh bien, mais un petit salut au peuple de Guinée qui refusa, malgré les injonctions de Sékou Touré, de faire des pogroms. Eh bien, cette page sombre de l'histoire de la Guinée, pendant laquelle Sékou Touré récita à bas les Peuls et les Soussous répondirent non, à bas le racisme Peul de répondre non, à bas la situation particulière du Fouta, ils répondirent non, le poursuivirent au palais du peuple, des femmes avec des bandeaux rouges montrant leur détermination de mourir. Et certaines seront abattues sur le champ. Sékou Touré va se terrer dans la peur pendant plus de 3 mois jusqu'à ce que les gens commencent à raconter qu'il s'était suicidé alors qu'il mijotait sa revanche. Eh bien, voilà comment ce complot sera rattaché au complot du mouvement des femmes le 27 août 1977. Ça, c'est le 13e complot. Eh bien, ce 13e complot, comme je l'ai brossé rapidement, et comme on en a parlé, était dû à la vie chère. Les femmes se lèvèrent dans le pays entier, commençant par Conakry, la forêt, le Fouta. Ils se lèvèrent contre les exactions commises par la police économique. Ils détruisirent des stations de police. Sékou Touré crut encore les manipuler. Il est reçu au palais du peuple et commença ses slogans. Et comme l'année d'avant, quand il avait voulu inciter les femmes populaires de Conakry à s'attaquer au peuple, il dit que leur ennemi, c'est l'impérialisme, la vie chère, c'est l'impérialisme. Eh bien, elles dirent non. Elles le poursuivirent, elles furent abattues. Et le lendemain, elles organisèrent des manifestations entre les journées du 27 et du 28 août 1977. Eh bien, elles seront attendues. Plus de 300 personnes seront blessées et un minimum de 60 personnes seront fauchées par les balles dirigées par l'armée que Sékou Touré avait soumise. Et si j'ai bonne mémoire, qui était sous le commandement du général Troya et de Siaka Touré. 14e complot, Sékou Touré dit que l'ennemi utilise les femmes en 1978 et Sékou Touré devait annoncer, il ordonne au ministère de la Défense, de la Sécurité d'organiser des rafles d'enfants sous le prétexte de faux chômeurs. Sékou Touré devait annoncer un an plus tard le nombre de 300 enfants étaient tués par asphyxie dans une cellule hermétiquement fermée du Kafaya par la faute de ce ministre. Comme il n'y avait pas de crime parfait, la répétition de crimes 10 ans plus tard, mais cette fois-ci, il a à sa responsabilité entière. Eh bien, cette regrettable situation déclencha une marche de protestation des femmes à Conakry qui sera malheureusement dispersée par la force publique. On ne connaît pas le nombre de morts qu'il y eut, mais comme on le dit, il y avait plus de 300 enfants qui furent arrêtés et asphyxiés parce que Sékou Touré ordonna en 1978 de faire des rafles à Conakry. Et une cinquantaine d'enfants
avaient entre 7 et 13 ans et seront engouffrés dans un camion militaire sans orifice et seront étouffés jusqu'à ce que mort s'en suive. 15e complot, l'affaire d'un professeur mercenaire. Il s'agit de Mahmoud Ba, qui résidait en France depuis 1962, originaire de l'Abbé. C'est mon cousin, que je connais très bien, un homme d'une grande valeur, respectable à tous les points de vue, un engagement irréprochable. Quand Sékou Touré dit qu'en 1970, les Guinéens peuvent retourner en Guinée, eh bien, il voulut aller pour tâter le terrain pour voir ce qu'il était possible de faire. Mais Sékou Touré avait infiltré le réseau extérieur et à sa deuxième entrée en Guinée, il sera arrêté avec 9 de ses collaborateurs. Mais comme c'était un cadre connu qui était très actif à l'extérieur contre le régime de Sékou Touré, lui, il survivra, mais les autres 8 seront exécutés. Et Mahmoud Ba a raconté dans son livre comment il s'en est sorti en promettant au Siaka Touré, au Mamadi Keïta, de leur produire tout ce qu'il y avait comme documentation sur l'opposition extérieure. Et Amnesty International en fera son prisonnier pour la Guinée. Ceci lui permettra de s'en sortir. Il sera libéré du Camboiro en 1984. Aujourd'hui, il est en France, comme tout rescapé du Camboiro souffrant de problèmes de santé, mais l'esprit lucide, et nous nous souhaitons un bon rétablissement. 16e complot, l'attentat à la Grenade de 1984. Une affaire qui reste à éclairer toujours parce qu'on accusera un de nos parents du nom de Balamine qui est aujourd'hui journaliste au Lynx et il sera arrêté en Côte d'Ivoire parce que Houphouët-Boigny avait promis à Sékou Touré que son pays ne serait jamais le tremplin de la guerre contre Sékou Touré. Il sera arrêté, envoyé manu militari en Guinée, mais heureusement que des gens confirmeront que le jour de l'attentat, eh bien, il était à son bureau dans les locaux de Fraternité Matin, qui était le journal officiel du PDC IRDA. Toutes sortes de rumeurs circuleront que c'est un autre Balamine, mais rien de clair n'en sortira. Sékou Touré en profita de cette grenade qui fut lancée au Palais du Peuple, alors qu'il y avait une présentation artistique pour se donner, pour dire une aura d'invincibilité. Eh bien, il dira que la grenade est tombée à 30 mètres et qu'elle a... Mais dans tous les cas, c'était une histoire qui reste à éclairer. Et moi, personnellement, j'en ai discuté avec Balamine et il cherche lui-même à comprendre comment ça a été monté et comment son nom est apparu alors qu'il y avait un autre Balamine. Donc, c'est une affaire à tirer au clair. Mais il apparaît avec le recul qu'en vérifiant les faits et en les mettant ensemble, eh bien, on sait que c'est quelque chose qui a été organisé par Sékou Touré, qui voulait y monter un complot et qui a réussi à embobiner Houphouët-Boigny dans cette affaire macabre. Heureusement, Houphouët-Boigny, en réalisant qu'il avait fait arrêter un innocent, eh bien, fera des pieds et des mains pour faire libérer Balamine, parce qu'il y avait des témoins oculaires qui ont montré que la personne qui était arrêtée était au travail le jour où il y a eu le lancement de la prétendue grenade. En tout état de cause, 200 personnes, dont plusieurs officiers de l'armée et de la milice, seront arrêtés. Certains ne sortiront jamais du Camboiro. D'autres seront libérés le 3 avril 1984. 17e complot, l'affaire de traque de l'aéroport. Eh bien, pour cette affaire, c'est aussi des explosions à l'aéroport international le 22 février, suivi de distribution de tracts dénonçant le régime de Sékou Touré. Ce fut le complot de l'aéroport. Comme d'habitude, on rafle tous les travailleurs civils et militaires et le nombre d'arrestations varie entre 300 et 350. De groupes importants tant par le nombre que par la qualité, on n'a nombré que 41 sur ces 300 et 350 personnes, 41 rescapés qu'on a pu dénombrer. Et ensuite, il y a le cas d'un jeune du nom de Cheikh Mohamed Koné Ressentien qui a commis le crime, décrit dans un journal libéré un article dénonçant le régime dictatorial de Sékou Touré.
Ce dernier le fera arrêter par la police libérienne, dont le gouvernement en fera livraison au Premier ministre Biavogui, dépêché sur les lieux par son ami le tyran. La technique consistait à fournir au pays extradant une accusation, entrant dans le cadre du droit commun. Dans le cas de Koné, c'est un chauffeur guinéen en chômage au Libéria qui sera son accusateur. Donc on accusera ce jeune qui avait tout juste écrit au Libéria un article d'avoir été à la base de ces tracts qui furent, dit-on, récupérés à l'aéroport de Conakry. Et on en fera un complot qui fera périr entre 300 et 350 personnes. 18e complot, affaire des rêves. En 1964, un jeune paysan lettré arabe du village de Posséa, dans la sous-préfecture de Tondon, du Breka, et en janvier 82, un autre jeune étudiant de la ville de Pita perdent leur liberté. Le premier, son innocente vie, à la suite d'un cauchemar dont le récit rapporté et falsifié aux autorités. En effet, chacun au réveil d'un sommeil troublé, annonce aux siens s'être vu président de la République. Sacrilège. Il faut éviter de tels rêves, car ces rêves avaient ouvert en 1974 et 1990 des affaires tristement connues, et comme l'affaire de Posséa et de Pita, qui emportèrent un nombre important de cadres intellectuels, politiques et militaires, pour des rêves de deux jeunes garçons. Le recensement a permis de dénombrer 19 rescapés dans cette affaire de Pita, alors que 6 seulement de Posséa végètent actuellement dans des maladies contractées en prison pour avoir été mis au courant du rêve de deux enfants qui se sont vus présidents de la République de Guinée. 19e complot, dit des jeunes Libyens. Une lettre anonyme déclencha ce complot des jeunes Libyens. Il s'agit de jeunes militants du parti formé en Libye, un révolutionnaire vigilant qui a un petit problème anodin, un jeune militaire formé en Libye, informe par lettre anonyme les autorités comme quoi les jeunes Libyens sont en train de préparer un coup pour renverser le responsable suprême, commandant en chef des forces armées. Le principal accusé est le caporal Sidiki Kaba. Malgré toutes les tortures, dont celle des aiguilles sur les paupières, il ne dénoncera aucun officier. Il mourra le 29 décembre 1982. Paix à son âme. On a recensé 25 rescapés de cette affaire. Pour cette affaire, il m'est arrivé de rencontrer un de nos parents en Espagne, qui fut aussi arrêté dans cette affaire. Eh bien, il échappera en payant un militaire libérien. Après, de là, il s'échappera pour aller par la mer en Espagne. Un jeune de Gawa. 20e complot de la présidence. Une sentinelle est assassinée à la présidence. Un chauffeur nommé Ali Kamara de la CBG accusé d'être torturé et gardé au secret à la cellule 49 du Camboiro pour mourir en septembre 1983. Beaucoup d'arrestations auront lieu, bien préparées par Sékou Touré, qui, selon les témoins dignes de foi, aurait personnellement mis le couteau à la gorge de la pauvre sentinelle, lui fermant ainsi définitivement la bouche, car celle-ci, au cours d'une ronde régulière le long de la clôture du palais, aurait, à sa perte, surpris Sékou Touré et un de ses agents complices en train d'immoler une fille comme sacrifice humain. Ça, c'est le complot à la présidence, car qui a vu l'immolement d'une fille, un sacrifice humain, sera lui aussi arrêté. Sékou Touré lui-même se chargera, selon beaucoup de témoins, de l'égorger. 21e complot dit des élèves gendarmes en 1982. Eh bien, ce complot, c'est avec le directeur et les encadreurs à répondre à la tentative de mis au courant qu'il y avait 11 officiers qui voulaient se soulever. Eh bien, ces pauvres jeunes, à l'exception, ils seront arrêtés. On arrêtera les 11 officiers de l'école de la gendarmerie parce qu'il y a une rumeur qui avait couru qu'il y avait des élèves qui voulaient prendre le pouvoir. Bon, et comme tous les complots qui sont passés, eh bien, lors de ce complot-là, on arrêtera beaucoup de personnes. Amnesty International va s'impliquer. Et en 1980, à Massanta, on arrête d'autres personnes dans le même complot, etc., etc. Et cette affaire passera aux assises de tous les inculpés à l'inculpation d'une femme, d'un garçon mineur seront condamnés à de lourdes peines de prison. 22e complot. Et ce complot, en fait, n'est pas un complot en tant que tel, mais plus ce que Fodé Silla a fait, c'est de recenser beaucoup d'exactions qui ont eu lieu pendant les années en 1983.
eh bien, il parle d'un chasseur du nom de Namori Berete qui est arrêté le 15 juillet pour détention illégale de munitions de chasse. 5 militaires de série 12 sont arrêtés pour la détention illégale de munitions de guerre. Deux mourir au Camboiro. On est surpris d'apprendre qu'un militaire autorisé à porter une arme soit inquiété quand on trouve sur lui des munitions. Par ailleurs, Sékou Touré est mort avec une idée force, celle de la réunion à Conakry du sommet de l'OIA. La mort l'a emporté 25 ans plus tard, mais l'essentiel est là, c'est qu'on croyait éternel est mort et sa mort intervient au moment où tout le monde s'y attendait le moins. Ça, c'est les commentaires faits par Almami Fodé Silla qui cite pour 1983, l'année prélude de la mort de Sékou Touré, plusieurs arrestations sur des accusations fantaisistes sur lesquelles on reviendra quand on parlera de cette année, bien un jour, Inch'Allah. 23e complot, affaire des normes de Benti. Cette manœuvre subtile conduira en janvier 1984 les autorités de forêt à exiger des populations de Benti de payer des normes. Ainsi, l'ordre est établi, on donne l'ordre d'établir de ceinture de la région concernée et de mater sans pitié les gens qui s'étaient rébellés contre ces normes. On arrêtera 52 personnes, 44 seront transférés au Camboiro. Un inculpé a été immédiatement jugé, condamné mort et exécuté sur place. Parmi les transférés au Camboiro, 2 mourront d'hémorragie interne et 40 autres personnes disparaîtront sans être libérées parmi les 54 et le nombre de 4 ou 5 seront libérés le 3 avril 1984. 24e complot, affaire de Senko à Beila. Pendant que l'affaire de Benti est en cours, éclate en février 1984 celle très douloureuse de Beila à la frontière guinéo-ivoirienne. Ici, le gouverneur de région, exaspéré par l'attitude des femmes qui déclarent n'avoir plus de produits pour la commercialisation, après avoir fourni les normes exigées, ordonne à la police de tirer dans le tas. 3 femmes tombent aussitôt après les premiers coups de feu. La population n'arrive pas à mettre la main sur le gouverneur qui met ses jambes au cou jusqu'à sa jupe. Arrivé à Beila et envoie un message à Conakry signalant un soulèvement populaire à Senko. Ici encore, on dépêchera une troupe pour, dit-on, maintenir l'ordre. Après les nombreuses arrestations, Lansana Diané est chargé de superviser le jugement qui aboutit à une condamnation à mort par fusillade. Enfin, les fusillés de Mamou en mars 1984. À Mamou, en mars, un contrôle de police aboutit à l'arrestation d'un citoyen pour non-présentation de pièces d'identité. Le traitement violent à cette pauvre situation par la police exaspère les populations qui exigent sa libération immédiate. Bagarre, population se soulève, saccage, le commissariat. On procède à de nombreuses arrestations. Sékou Chérif, ministre de l'Intérieur et beau-frère de Sékou Touré, qui avait fait venir la troupe, supervise un jugement à la PDG qui condamne 5 citoyens à mort, les 4 condamnés présents, dont un handicapé, le 5e étant en fuite, sont fusillés publiquement à Mamou. Avant d'être fusillés, une des malheureuses victimes sollicite des autorités la permission d'adresser la dernière prière à Allah, le Tout-Puissant. Diallo, imam des fidèles musulmans de la mosquée de son quartier, après la prière prononce les dernières paroles à l'adresse de Sékou le cruel. Allez dire de ma part à celui qui vous envoie nous fusiller que nous sommes et demeurerons ces dernières victimes. Il ne tuera plus personne en Guinée. Nous sommes les derniers sacrifices humains. C'est tout ce que j'avais à dire à Sékou et aux miens. Mon innocence totale. Wassalam. Après ce discours pathétique, le peloton d'exécution déchargera sous les pauvres innocents le contenu des 12 armes de guerre qui étaient braquées sur eux. Mais Sékou n'a toujours pas frappé son dernier coup. En règle générale, tout Africain entrant en Guinée est considéré comme un mercenaire et arrêté et traîné au Camboiro. 3 jeunes Ivoiriens, Alphonse Dali, Honoré Gaye et Marlène Antoine, avec 4 ressortissants sierra-léonais, en feront la triste expérience. Tous les nationaux recevant des parents ou des amis venus à l'étranger sont arrêtés, qui recevant ces étrangers seront arrêtés et traités de la 5e faire partie de la 5e colonne. Tout cela ne peut être considéré que comme hors d'œuvre avec le grand et dernier coup que le dictateur et ses hommes devront savamment préparer dans le laboratoire de Boiro. Voilà, après, Almami Fodé explique comment les complots étaient préparés au camp Boiro, comment les gens étaient torturés. On a assez parlé ici, on y reviendra, Inch'Allah.
Voilà ce que j'avais à préparer succinctement. J'ai pris beaucoup de temps, j'imagine, parce que c'est une histoire à la fois passionnante et longue. Et je m'excuse pour les présentations un peu confuses à un certain moment donné. Je ne voulais pas trop entrer dans des détails pour ne pas prendre trop de temps. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ba, vous n'avez pas à vous faire excuser. Nous aurions souhaité vous suivre ici jusqu'au matin, si on avait le temps. Donc, Monsieur Diallo Lamine, du panel de la Commission centrale de Postal Fibantal Fouta Djallon, on vous donne la parole. D'accord, merci. Monsieur Barry, merci Bachir pour cette présentation. C'est vrai, elle est longue, mais nous avons besoin de documenter ces complots. Je suis sûr que nous reviendrons en détail sur certains d'entre eux. Et nous avons déjà couvert certains complots tels que le complot des militaires, le complot des commerçants, le complot Peul avec Diallo Télé et tout ça. Nous avons couvert tous ces complots ici dans nos émissions. Donc, je vais commencer alors par d'abord remercier Fréquence Gandal pour sa disponibilité et saluer aussi tous les auditeurs de la radio. Et aussi présenter mes condoléances à la communauté guinéenne ici pour tous les décès que nous avons eus ici du côté de l'Amérique. Et remercier les gens aussi pour tous les efforts qui ont été faits pour réunir une certaine somme pour aider aux frais d'enterrement, aux frais des funérailles. Je sais que le bon Dieu nous préserve de cette pandémie. Et qui reçoivent au paradis toutes les victimes. Donc, l'histoire du régime de Sékou Touré est tragique, franchement, parce que avec tous ces complots énumérés ici, on se rend compte que dans tous ces complots, c'est des Guinéens qui ont été assassinés, des cadres, des entrepreneurs, des gens ordinaires et des familles endeuillées, donc des biens confisqués. Donc, tous ces complots, les 26 années de Sékou Touré, Bachir a cité 25 complots ici, donc c'était un complot par an. Et lors d'une émission que nous avions faite ici il y a 3 ans, on avait énuméré 13 complots. Et grâce au livre que Bachir a cité ici, on a fait 25 complots. Certains participants, personne ne les connaissait parce que soit ils se sont passés à l'intérieur, soit ça a été très bref. Mais ce qui est certain et ce qu'ils ont tous de commun, c'est que les gens ont été arrêtés arbitrairement, séquestrés et assassinés et n'ont jamais vu le jour, n'ont jamais été jugés publiquement pour qu'au moins on sache ce qu'ils ont commis, ce qu'on leur reprochait, et leurs corps n'ont jamais été rendus à leur famille. Donc, franchement, toute la situation de la Guinée actuellement découle du règne de Sékou Touré. Que ce règne a détruit vraiment le fondament même d'une société normale. Donc, Sékou Touré a créé en Guinée un État barbare, sauvage, et dans lequel aucun Guinéen n'était en sécurité. Donc, ces successions de complots aussi ont eu pour conséquence l'exil de beaucoup de Guinéens. Plus d'un tiers de la population guinéenne s'est retrouvée à l'extérieur du pays pour échapper justement à ce régime barbare et sauvage. Donc, et quand les gens s'exilent, ce sont les jeunes, les bras valides, les gens qui savent survivre, les gens qui sont entrepreneurs, c'est eux qui partent. Donc, ce qui reste au pays, c'est les enfants et les personnes très âgées qui ne peuvent pas
faire ce genre de voyage. Parce qu'à l'époque aussi, pour quitter la Guinée, il fallait passer par les frontières terrestres et se faufiler en brousse et pour éviter les contrôles de police et pour éviter les milices du PDG qui avaient l'ordre de tirer à vue de toute personne qui essayait de quitter cet enfer-là. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés à l'extérieur. Certains sont partis au Sénégal, d'autres au Mali, d'autres en Côte d'Ivoire, et d'autres au Libéria, d'autres en Sierra Leone. En tout cas, les gens ont tout fait pour essayer au moins d'échapper à ce carnage-là et à cette misère qu'il a créée en Guinée. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter ici. Je suis sûr qu'on a déjà couvert beaucoup de ces complots-là. Et puis, on a aussi parlé pendant longtemps de quelques personnes clés qui ont perdu la vie dans ce carnage. Et pour tout simplement illustrer la qualité des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie dans ce système-là et qui finalement a conduit la Guinée dans l'état actuel. Parce que tous ces grands cadres, ces entrepreneurs qui ont été assassinés pendant tous ces complots ont été remplacés par des gens médiocres. Et Sékou Touré a établi en Guinée, a créé en Guinée cette culture de la médiocrité où seuls les médiocres ont pu survivre au système. Et c'est eux qui meublent l'appareil étatique de la Guinée. Et aujourd'hui, nous voyons que la Guinée est l'un des pays les plus arriérés de l'Afrique. Et c'est un pays qui souffre toujours de ses conséquences. Et le régime de Sékou Touré, donc, avec cette culture de la médiocrité, s'est retrouvé avec des présidents médiocres qui l'ont succédé. C'est le cas de Lansana Conté, de Dadis Camara, de Sekouba Konaté et finalement d'Alpha Condé ici. La Guinée est un ensemble. Personne ne peut nier cela. Le fondement de la notion de nation. Parler de complot de Sékou Touré, M. Diallo vient de le dire, la moyenne, c'est un complot par année. Alors, avec le temps que j'ai eu à observer, mémoriser, analyser, c'est très tôt que je commencerai que j'ai été marqué par la notion de complotisme. C'était trop tôt, à l'âge de 7 ans, disons 7 ans, 8 ans, on me dit que mes oncles qui ont l'habitude de faire de moi le garçonnet le mieux habillé de la baie, qui avait le plus de jouets dans la baie, ces oncles sont arrêtés. Ceci, c'est parce que au cours du complot des enseignants, dans le complot des enseignants, il y a des noms qui ont été cités. Et ces noms-là sont ceux de mes oncles qui étaient chaque année en vacances à la baie et chez mon père. Et ils passaient la nuit. Leur chambre était là. Il s'agit de M. Baldé Muntaga, de M. Ba Ibrahima Makaba, de M. Colon Diallo, qui sont vivants, et de M. Hassimi Baldé, connu sous le nom de H. Donc, à l'âge de 8 ans, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui m'éloignait de mes bienfaiteurs. Et nous étions à Conakry, parce que mon père venait d'être nommé à Conakry comme directeur de Libraport qu'on venait de créer. J'ai commencé à sentir des inquiétudes. Et un mois après, c'est mon père qui est mis à la disposition de son ministère de tutelle. Donc, il n'est plus directeur de Libraport, il est mis à la disposition de son ministère.
Comment un enfant de 8 ans, 9 ans peut sentir le changement? C'est lorsque nous avons déménagé de la Bellevue à Conakry 1, en face de la route du Niger, à la cité chemin de fer, côté de Yengema, et on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de chauffeur pour nous amener à l'école. C'est de nous lever de bonne heure et marcher à pied. Donc, des logements devant l'archevêché jusqu'à l'école de Tombeau. Parce que c'est là que nous allions. Alors, mes frères et sœurs, ça a commencé à me marquer. Il y a eu en 62 les grandes rafles des jeunes peuls que l'on mettait dans les fourgons qu'on appelait tire-bœuf vers Koundara ou bien vers Kanka, je ne sais où. Alors, ça c'est un fait. En 65, nous avons eu la chance de déménager à la Sigmalina, des nouveaux bâtiments qui venaient d'être livrés à la Société immobilière de Guinée. Nous étions voisins à la famille de Petit Touré, qui y habitait avec son frère Kélétigui. Ils ont un troisième frère qui s'appelle Moussa, mais qui n'habitait pas à la Sigue. Donc Petit Touré et Kélétigui Touré étaient là, ils avaient des maisons voisines. Juste à la fin, contiguë à la clôture de l'imprimerie Patrice Lumumba. Donc ma famille était juste à côté. Ce n'est pas seulement ce voisinage qui m'a permis de connaître cela, de comprendre cela, c'est parce que la deuxième femme de Kélétigui Touré n'est personne d'autre qu'une sœur à ma maman, celle dont M. Bachir a parlé tout de suite du nom de Diallo Kadiatou. Elle est de même mère, même père, ma mère. Donc, j'ai vu aussi des événements. Heureusement que j'étais déjà au collège Courant. On a vu ces arrestations. Mais avant, en novembre 64, il y a eu une première vague d'arrestations de Kélétigui et de Petit Touré et de Moussa. Il y a eu une confiscation de biens parce qu'ils avaient une entreprise privée de leur famille qui s'appelait la SICAF, la Société industrielle d'industrie et de commerce de l'Afrique. Alors, des biens ont été saisis, une Oldsmobile de Petit Touré a été vendue, Ali Mazé l'a rachetée aux enchères à marché Niger. Les véhicules de Kélétigui ont été saisis, la voiture de ma tante a été saisie, une Citroën qu'on appelait à ce temps Ami 6. Donc, quelque chose qui m'a frappé aussi. Les Kélétigui Touré ont été libérés et ils sont restés là, pratiquement dépouillés de beaucoup de choses. Alors, quelques mois après, il y a eu ce fameux dépôt de statut. Chez Sékou Touré et au ministère de l'Intérieur qui était assuré, dont le portefeuille était tenu par M. Fodéba Keïta. C'était le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et ministère de la Défense nationale et de la Sécurité. Alors, je me souviens que nous allions à l'école l'après-midi, au niveau de Moussodougou, entre la météorologie nationale qu'on appelle le Sili Cinéman et l'hôtel de l'Unité, là où il y a le Palais du Peuple, cette digue-là, nous avons dépassé Petit Touré. Et il semble qu'il se rendait au ministère de la Défense sur demande de Fodéba. Et depuis qu'il y est allé, il n'est plus retourné. Et d'ailleurs, le chauffeur qui l'accompagnait, Moussa, et un ami, un des fidèles de Petit Touré, qu'on appelle les Djelibala, Kabaté, ont tous été arrêtés. Alors, la mère de Petit Touré, étant avec ses deux fils, étant très inquiète, toutes les familles inquiètes,
vu la grossesse aussi de Madame Petit Touré Alhamdia, et la grossesse de ma tante Kadiat Diallo, M. Kélétigi Touré allait s'enquérir des nouvelles de son frère au ministère de la Défense. Ça, c'était après 19 heures. Il n'en est plus ressorti. C'est après cela, la même nuit, qu'ils sont passés à faire arrêter le jeune frère Moussa. Et M. Moussa Touré est l'un de ceux qui avaient ouvert un stand de tourisme de carte postale à l'aéroport de Conakry, le hangar de l'aéroport de Conakry que Fougerolles avait construit. Il vendait des cartes postales. Parce que ce monsieur était allé en Côte d'Ivoire. Quelque temps après leur arrestation, on leur a fait comprendre qu'ils vont retirer les maisons, qu'ils vont les vider des lieux. À un moment, c'est un vendredi, nous aidions à arranger, à emballer toutes les affaires. Nous avons vu des personnes responsables du comité arriver. Ces responsables sont venus, à l'époque on parlait du JRDA, l'équivalent de la milice. Ils ont dit à demander à tout le monde de sortir, de se mettre dans la cour. Une cour où il y avait un crépissage sur le sol, du béton sur le sol. Tout le monde est sorti. Et ils ont dit que personne n'a plus droit d'entrer dans les maisons. Ils avaient un sac. Dans ce sac, il y avait des chaînes et des cadenas. Alors, ils sont venus, ils ont fait comprendre qu'ils vont faire cadenasser les endroits. Ils ont demandé à tout le monde de sortir. Ça, c'est un témoignage que je donne parce que j'y étais. Nous sommes sortis, ma tante et ses enfants sont allés chez nous, juste à côté, à moins de 400 mètres de là où elle habite. C'est quelque temps après maintenant que, effectivement, le frère de Mme Kadiatou Diallo a accepté de recevoir la famille de sa sœur et la famille du beau-frère de sa sœur, c'est-à-dire la famille de Petit Touré. Et ça, c'est à l'Andrea. Effectivement, Diallo Diao, qui a servi à la Banque centrale comme chef de cabinet, parce que Baldé Ousmane y était comme gouverneur de banque, et Eladji Fofana, a été arrêté et amené au Cambouaro jusqu'en 1965, comme il a été mentionné. Mais il y a un autre frère de M. Diao aussi qui était parti. C'était l'adjudant-chef Boubacar Diallo, un opérateur radio de l'armée guinéenne à l'époque. Et un ancien d'Indochine. Ce sont des milliers, Elage. Ce sont des milliers et des milliers. Des milliers et des milliers. OK. Alors, c'est pour vous dire que c'est dur et c'est difficile de parler de ces complots. Et M. Diao Diallo, je vais les replacer un peu dans le contemporain pour que les gens sachent de qui il s'agit. M. Diao Diallo, c'est l'ancien député du PUP, mais qui avait été président de la CRD de Timbi Madina. Lorsqu'on avait dit que Timbi Madina était la CRD pilote de la Guinée, c'est M. Diao Diallo qui était le président de la CRD de Timbi Madina à l'époque, avant de décéder. Et puis, lorsqu'il y a eu aussi cette affaire de Kaman Fodeba, entre-temps, il y a eu le coup d'État au Ghana. Le coup d'État au Ghana a fait venir Nkrumah à Conakry. Vous comprendrez pourquoi. J'ai parlé de Nkrumah tout de suite. En 1969, Kaman Fodeba. Alors, novembre 68, coup d'État au Mali, comme l'a dit M. Bachir. Donc, il fallait purger l'armée obligatoirement. Mais n'oublions pas qu'avant novembre, il y a eu la proclamation de la révolution culturelle socialiste du 2 août 1968 dans les ateliers de mécanique générale du lycée de Kankan. Donc, révolution culturelle, c'était une occasion pour s'occuper de l'armée,
et installer maintenant les comités d'unité militaire et les CUP, les comités d'unité de production dans les différentes entreprises. Et pour la petite anecdote, mon père était revenu à Nipaport à l'époque. Il avait fait son pèlerinage. Et lorsqu'on a dit aussi que toute personne doit être appelée camarade, il n'y a plus de monsieur, il n'y a plus de... C'est camarade papa, camarade maman, camarade tonton. Mon père a dit qu'il préférerait le El Hadj Ba au camarade Ba. Ça, c'est pour la petite anecdote. Alors, là encore, mes frères et sœurs, le complot a été, comme il sait faire des scénarios, il y avait des concours que les fédérations du parti se faisaient. Conakry 2 était fédération pilote. Chérif Nabani en était le secrétaire fédéral, plus puissant secrétaire fédéral. Donc, en 68, Conakry 2 a reçu le parti à Conakry 2. Et il semble que M. Sékou Touré avait bien dit de retenir bien cette date. Il retenait bien cette date. Dans 3 mois, que la révolution sera mise à nu. Décembre, mars, 3 mois. 3 mois, ils ont déclenché l'affaire de Kaman et de Fodeba, qui a emporté les Baïdigé, les Diawad, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de retenir cela encore? C'est parce qu'avec la révolution culturelle proclamée en août 68, il a été décidé de changer le système des vacances. Comme les écoles sont toutes devenues des centres d'enseignement révolutionnaires, et chaque école devait avoir sa ferme, avoir ses champs et autres, tout le mois de mars était une période de vacances. La deuxième période de vacances de l'année, c'était du 15 septembre au 15 octobre. Et je crois qu'on reviendra sur les détails et l'âge. Est-ce que nous n'allons pas donner la parole au suivant il faut qu'on revienne sur les détails. Il y a assez de détails qu'il faudrait traiter. Donc, alors, brièvement, les complots, ça a été la seule arme de Sékou. La mise en scène, l'intimidation, le chantage, la délation. Et c'est ce qui reprend là. Je vous remercie. Merci, Elage. Elage Sankarela. Oui, on va prendre Baïlou en France puisque le temps presse. Ok, merci. Oui. Tout a été Baïlou, allez-y. Et on ne peut pas dire mieux. Baïlou. Oui, bonjour à tout le monde et vraiment je suis très très content de vous retrouver. Vous nous avez vraiment beaucoup manqué. J'ai pas grand chose, seulement je vous écoute parce que parler de complot, c'est vraiment toucher le cœur même du régime de Sékou Touré. Et comme ça, c'est une période que nous n'avons vraiment pas beaucoup vécu. Je préfère vraiment vous écouter avec plaisir et apprécier vraiment les valeureuses informations que vous êtes en train de nous donner. Et ça donne vraiment de la chair de poule en vous écoutant et en écoutant les différents complots, le récit sur les différents complots de Sékou. Franchement, ça me pousse à demander, à m'interroger si réellement l'homme-là était très très bien portant psychologiquement et si ce n'était pas un fou qui dirigeait la Guinée et tous ceux qui sont autour de lui. Évidemment, comme l'a dit M. Bachir, nous vivons jusqu'aujourd'hui des conséquences de ce système-là. La délation, le culte de personnalité, le népotisme, tout ce qui est lié à l'ethnocentrisme et autres, la gabegie, les dilapidations des deniers publics. Parce que vous avez l'impression que dès qu'on parle de détournement, on vous dit oui, autant c'est qu'il n'y avait pas de détournement. Mais même s'il n'y avait pas de détournement, mais s'il y avait une mauvaise utilisation des deniers publics, ça revient au même. Les caisses de l'État vont en pâtir. C'est pourquoi je parle souvent de
dilapidation des deniers de l'État. Donc ça revient à la corruption et au détournement. Donc tant que nous ne ferons pas, que les Guinéens n'accepteront pas de se pencher sur cette période, en data, nous ne saurons pas l'origine des maux dont nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Et comme jusqu'à présent, c'est les proches, les anciens dignitaires de Sékou Touré, de près ou de loin, qui continuent à diriger la Guinée, je reste sceptique sur la manifestation pour le moment de la vérité dans ce pays. Pour que le pays avance, pour que le pays soit sur le chemin du développement et de la réconciliation nationale réelle, il faut que ce pan de l'histoire guinéenne là soit mis sur la place publique et que les différents secrets d'État soient levés pour qu'on sache qui a commis quoi, pour que vivant ou mort, il soit jugé et condamné à la hauteur de sa forfaiture. Même mort, nous devons les juger à titre posthume pour ne pas qu'on leur donne des honneurs dont les uns et les autres ne méritent pas. Donc, si j'ai pris la parole, c'est tout ce que pour le moment j'ai à vous donner, à dire, et tout en vous remerciant et en appréciant à sa valeur toutes les informations que vous êtes en train de nous donner. Merci beaucoup, Elaz, et merci à toute l'équipe. Merci, Baïlo. Je crois que nous tirons maintenant vers la fin de l'émission. Donc, on reviendra sur des détails. Et je voudrais maintenant passer la parole à M. Bachir avant qu'il n'annonce le programme de demain, je voudrais quand même qu'il réponde à une question qui est toujours posée, c'est-à-dire entre Sékou Touré, Dadis, Lansana Conté, Alpha Condé, quel est le meilleur, quel est le pire? Alors, je voudrais quand même que Bachir réponde à cette question et s'il peut encore qu'il nous donne la relation entre le régime de Sékou Touré et tous les maux dont nous vivons quotidiennement aujourd'hui, actuellement. Donc, je voudrais, Bachir, te donner la parole pour ça. Je sais que nous n'avons plus de temps. Ouais, bon, c'est une question un peu oiseuse que de demander entre des bandits qui est le meilleur. C'est tous des bandits sans éducation, sans culture, sans morale. Bon, c'est les styles et les circonstances qui les différencient, c'est tout. Lansana Conté, c'est le fils carrément de Sékou Touré. Sans le démantèlement de l'armée guinéenne qu'on connaît, Lansana Conté ne serait même pas balayeur à la présidence. Et sans la corruption d'un Lansana Conté qui a hérité de son père Sékou Touré, de son père spirituel, comment démanteler tout un état de loyauté, un Dadis, on n'en aurait jamais entendu parler. Et sans la frivolité et la folie d'un Dadis, dont il faut rappeler que dans Wikipédia, il est dit on dit c'est un homme d'État guinéen, né en 1964 ou en 68. On ne connaît même pas la date de naissance d'un chef de l'État de notre pays. Ça, il ne faut pas le prendre comme de la rigolade. Ça illustre énormément la déchéance qui nous est arrivée par notre inattention. Donc, sans un Lansana Conté, un Dadis n'aurait jamais existé. On n'en aurait jamais pris connaissance. Bon. Et sans l'imbroglio maintenant de Dadis, suivi d'un autre Nigo Soulard comme Konaté, les Alpha Condé n'auraient jamais eu les coups de franche pour organiser des massacres, et les faire endosser par un autre gars, et puis s'en tirer à bon escient, venir organiser des élections, faire voler les trucs. C'est-à-dire, tout a été préparé dès le début pour que les médiocres et les sans-vergogne prennent le pouvoir en Guinée. Et ça marche. On le voit, ça marche. C'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas de la malédiction. C'est les médiocres, les crapules qui se choisissent entre elles, qui disent, bon, voilà, c'est de la sélection organisée. Écarter toute personne, si on ne peut pas te faire peur, on te liquide. Si on sait que tu es honnête, on te laisse mourir de faim. Donc c'est pas quelque chose de gratuit. C'est un système qui marche. La médiocratie, c'est pas seulement
l'arrivée des médiocres par hasard au pouvoir, ils se concertent entre eux. Et la finalité, c'est de contrôler le peu de ressources, le peu de revenus des ressources minières, et bien pour vivre comme des pachas, tout en maintenant, en organisant aussi. Il ne faut pas, la misère guinéenne n'est pas que un accident, c'est quelque chose d'organisé pour maîtriser les populations. Et après, quand les gens sont fatigués moralement, épuisés intellectuellement, eh bien, il est très facile d'en faire des proies à de l'animosité infondée qui est la base de l'ethnocentrisme. Donc voilà, en fait, le démantèlement rapide, lapidaire de ce système vicieux qu'il est du devoir de tout homme conscient guinéen d'écraser et de ruiner et d'enlever et de combattre. C'est notre devoir sacré. On a beau tourner autour du pot, il faut falloir qu'on prenne les armes contre ces gens-là, qu'on les liquide. Ça, c'est toute l'histoire qui l'enseigne. Quand toutes les solutions sont épuisées, quand les crapes prennent le pouvoir, vous n'allez pas négocier par des élections ou par des entendements ou par des textes juridiques pour qu'ils le lâchent. Ils ne le lâcheront jamais sans violence. Que les gens aient le courage d'organiser cette violence ou pas, mais il faut au moins avoir le courage intellectuel de l'admettre. Donc c'est comme ça. C'est un système qui est bien organisé, bien huilé, et dont on voit qu'il se succède très rapidement. Même quand il y a des coups de secousse, il récupère très rapidement parce que les gens d'en face croient que le temps ou leur patience vont soigner les choses. Jamais. Merci. Annoncez le programme de demain, n'est-ce pas? Je vous laisse, c'est un peu confus là-dessus. Bon, on en parlera à la Sankar, il va l'annoncer. Merci. Allahumma torike mafabito men hiwumen wota yedduɓe jamfito men kala magano wiɗo no lorrude en yo alko adade o hewtude en si wona allahu nangani en ɓe wonɓe e bonnude bannana en miɗo felliti ande waɗay kame en yo fabito en yo tambito en taw accutu wayɓe hoore men himo andi no fandiri dole men ngalu ɗuuɗa feere no majjiri en yowanaɗo galonji ala e men yo faabo taw accuɓe hersina en e ferɓe no naati e diina men hino jiiɓa no dinga e hoore men piya julɓe no wirta ɓe ñaɗana en fena toña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men haɗi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal.